Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la 6e et dernière édition de notre série d'ateliers en ligne qui a commencé donc il y a 6 semaines de cela. Le thème du jour, c'est comment lancer avec succès une entreprise verte en tant qu'étudiant. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, regardez au bas de votre écran, cherchez donc l'icône interprétation, cliquez dessus afin de choisir la langue de votre préférence entre l'anglais, le français et l'espagnol. Et ensuite, on vous demande de bien vouloir désactiver l'audio original afin de n'entendre que la langue de votre choix. Donc, encore une fois, choisissez parmi les 3 langues disponibles celle de votre préférence. Donc, je suis Brooke Dinkinson, entrepreneur résident de l'Université de Waterloo, et j'ai eu le plaisir d'être l'hôte de cette série de 6 ateliers. Et vu que nous sommes au Canada, j'aimerais commencer par une tradition appelée la reconnaissance territoriale. Nous sommes donc accueillis par l'Université de Waterloo, une université située sur les territoires traditionnels des peuples neutrales Anishinaabe et Haudenosaunee. Cette université se trouve sur la concession Haldimand, un territoire promis aux 6 nations d'une dizaine de kilomètres de chaque côté de la rivière Grand. Nous avons également remercié nos partenaires pour cette série d'ateliers. Nous avons bénéficié du soutien de la Commission de coopération environnementale, la CCE, qui, comme toujours, nous fournit aujourd'hui la technique, les services d'interprétation, et ils ont énormément aidé en termes de logistique, de promotion, afin de contacter les populations d'Amérique du Nord pour participer à ces sessions. Nous les remercions la Commission pour les efforts réalisés. Nous aimerions également saluer la participation et le soutien du réseau d'éco-innovation. Il s'agit d'un réseau d'universités d'Amérique du Nord intéressé dans l'innovation verte. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est donc une série d'universités qui couvrent près toute la région, tant au Canada, aux États-Unis qu'au Mexique. Et nous avons apprécié de bénéficier de la participation active de ces 8 universités dans l'élaboration du programme de ces ateliers. Nous allons écouter une série d'interventions aujourd'hui et à la fin, donc, il y aura l'occasion de poser des questions. Vous pourrez, si vous voulez échanger avec d'autres participants, vous pouvez le faire à travers le chat, mais vous devez savoir que nous ne suivons pas ce qui se passe pour le chat. C'est uniquement à l'attention des participants. Si vous avez des questions à poser aux participants, nous vous demandons d'utiliser non pas le chat, mais la fonction Q&A, donc questions-réponses. C'est là où vous pourrez poser vos questions dans l'une des 3 langues de travail, français, anglais ou espagnol. Et ensuite, nous les sélectionnerons et les poserons aux intervenants dans la dernière partie. À présent, je vais me tourner vers notre maître de cérémonie aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Nick Palachuk, qui est un doctorant en gestion durable de l'Université de Waterloo, et qui est également l'ambassadeur de la jeunesse auprès du réseau d'éco-innovation. Il a donc un bachelor en restauration écologique ainsi qu'un master en politique publique de l'Université de Winnipeg. Dans le passé, il a travaillé avec des communautés indigènes, communautés autochtones, sur des initiatives d'entreprises communautaires. Il travaille également dans la recherche et également volontaire au sein du réseau d'éco-innovation et donc au sein de l'Université de Waterloo. Nick était mon étudiant il y a quelques années et c'est un grand plaisir de l'accueillir à présent comme collègue. Et Nick, c'est un plaisir de te recevoir ici aujourd'hui et je te transmets la parole. Merci, Brock, pour cette magnifique présentation. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Le privilège de pouvoir être le modérateur de ce débat, pas seulement parce que je suis un étudiant de l'Université de Waterloo, une université connue pour son soutien pour les entrepreneurs. Et je crois vraiment que l'entrepreneuriat, les universités orientées vers l'entrepreneuriat ont un rôle clé à jouer pour élaborer le futur du monde du travail, afin de doter les travailleurs de la flexibilité, de la passion pour l'apprentissage continu,
tout ceci devrait, donc, en faveur du futur donc, des travailleurs. Donc, cette série a été développée en collaboration entre l'Université de Waterloo et la Commission de coopération environnementale et le réseau d'éco-innovation. Nous avons quelques 800 participants aujourd'hui en provenance de 48 pays. Cette diversité de participants, je voulais saluer cette diversité. Des pays tels que le Cameroun, l'Allemagne, le Ghana, le Kenya, la Turquie et le Royaume-Uni sont représentés aujourd'hui. Et encore une fois, il y aura donc une traduction simultanée en anglais, français, espagnol. Donc, choisissez votre langue préférée. Et je vais présenter à présent les intervenants d'aujourd'hui. Et suite à leurs interventions, nous ouvrirons le débat pour une séance de questions. Donc, encore une fois, vous pouvez poser vos questions à travers la fonction questions-réponses. Et je tenterai de faire en sorte que le dialogue soit aussi dynamique que possible. Donc, nous conclurons d'environ 90 minutes. Nous allons à présent inviter nos panélistes à intervenir une quinzaine de minutes. Donc, ils vont parler du succès pour les étudiants dans l'entrepreneuriat vert, et Dominique de la CCE interviendra à la fin pour nous parler du défi d'innovation jeunesse. Je présenterai chacun des intervenants pour que vous sachiez un peu qui ils sont. Et au fur et à mesure, je vous invite vraiment à réfléchir aux questions que vous pourriez vouloir poser à nos intervenants. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter notre première intervenante, Madame Jackie Lee, qui est fondatrice de Recruit My Friend, une agence de recrutement des meilleurs talents dans l'industrie technologique. Elle a créé cette entreprise il y a une quinzaine d'années, alors qu'elle était encore étudiante. Et elle se spécialise aujourd'hui dans le travail avec des sociétés de logiciels à croissance rapide pour attirer et retenir les meilleurs éléments. Les clients de Recruit My Friend sont basés à San Francisco, San Diego, Los Angeles, New York, Toronto, Waterloo et Londres au Royaume-Uni. Ils prévoient de s'élargir à Hong Kong et à Singapour d'ici la fin de l'année. En général, les clients de Recruit My Friends sont des startups technologiques qui ont levé entre 2 à 300 millions de dollars de financement et sont en phase d'amorçage de la série A à la série E. Depuis, Jackie est devenu un ange investisseur actif, en particulier dans les startups de logiciels fondées par des femmes. Récemment, elle a également lancé Mask for Covid, une entreprise sociale à source ouverte en partenariat avec l'hôpital Sunnybrook de Toronto et le Dion Canadian Terrier. En utilisant la technologie d'impression 3D, elle a créé un masque réutilisable équivalent au N95 pour les chirurgiens et autres travailleurs de première ligne en réponse à la pénurie de pays. Jackie est ses cofondateurs de Mask for Covid, donc les docteurs Brian Lee et Alan Song, se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore étudiants à l'université de Waterloo, où Jackie a obtenu un diplôme de sciences avec mention, avec une spécialité en psychologie. Merci Nick, merci à tous. C'est le bon moment de participer à un groupe tel que celui d'aujourd'hui. C'est que le thème d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat des étudiants. Donc, je vais commencer par dire que, bon, j'ai été une étudiante entrepreneur, donc j'espère pouvoir partager des informations, expériences pertinentes pour vous, mais encore une fois, merci pour votre intérêt. Mon expérience en tant qu'étudiante, j'ai commencé par une histoire d'échec. Donc, j'ai échoué à l'université de Waterloo. Donc, pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, je sais ce que c'est que faire face à des difficultés lorsqu'on lance un projet et surtout lorsqu'on est un étudiant entrepreneur. Il est très difficile de connaître le succès, même à l'université.
tant à l'université qu'avec l'entreprise. Et donc, je n'ai pas obtenu ma moyenne, et donc j'ai été expulsé, et donc j'ai dû prendre du temps pour réfléchir. Et après un certain temps malgré cet échec, eh bien, c'était une très bonne expérience parce que j'ai appris de cet échec. Et donc, je peux mieux faire face en tant qu'entrepreneur à de possibles échecs. Il s'agit de quelque chose il fallait quelque chose que je devais accepter parce qu'en tant qu'entrepreneur, donc l'échec est assez probable, mais il est très important de savoir demander de l'aide. Donc, avant toute autre chose, même si je vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit moi ou d'autres conseillers ici présents aujourd'hui, ou même dans le futur, si vous sentez que vous en avez besoin. Donc, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez garder le contact avec moi. Donc, Jackie Lee, Recruit My Friends, et je serai heureux de pouvoir vous aider. Donc, donc la gestion du temps est une question très difficile parce que euh, je réalisais par exemple que en biochimie, je n'allais pas être la meilleure étudiante. Donc, d'un seul coup, je me retrouve à Waterloo et je me suis rendu compte que je n'étais pas si intelligente comme je le croyais. Donc, j'ai dû trouver d'autres manières de gagner de l'argent, de lancer une entreprise. Donc, je gère mon temps en, en, en rentrant dans une équipe de tennis, et également en participant à l'entrepreneuriat étudiant. Donc, j'ai parti à un groupe sur l'entrepreneuriat d'impact. Donc, on invitait des entrepreneurs pour s'adresser aux étudiants à Toronto, Vancouver, d'autres parties du pays. Et ça a été du début d'un mouvement qui a donné naissance à un incubateur. Donc, tout a commencé partie donc d'un mouvement d'entrepreneurs étudiants. Et les premiers intervenants, on parle de 2003-2004, sont devenus ensuite mes premiers clients. Ce qui s'est passé, c'est que j'écoutais toujours, je voulais toujours apprendre d'eux et je gardais le contact avec eux. Donc là encore, je vous invite à garder contact avec moi, ça peut toujours servir. Donc pour l'organisation de tout ça, ça m'a permis justement de créer une relation avec ces entrepreneurs. Donc vous avez beaucoup d'opportunités et vous savez, les gens, il faut tenter d'appeler les gens ou d'aller prendre un café. Bon, si vous êtes poli et avec une intention positive, eh bien, vous aurez des réponses positives. Donc, commencez à créer votre réseau. Contactez les gens, même si vous sentez que vous ne le méritez pas, n'hésitez pas à le faire. Donc, encore, mon entreprise a commencé à partir des intervenants que j'avais invités à l'université. Je suis parti d'une question très simple. Après avoir pris un café, je leur demandais est-ce que je peux vous aider? Je suis qu'une étudiante. Qu'est-ce que j'ai à offrir à un PDG d'une grande entreprise? C'est bon. La question la plus grande, c'était, ah bon, on cherche à engager des gens, est-ce que vous connaissez des gens qu'on puisse engager? Notamment de l'université de Waterloo. Donc, Waterloo, qui est une des meilleures universités en ingénierie, on collabore avec Stanford, Harvard, avec les meilleures universités du monde. Et donc, vraiment, le niveau de formation à Waterloo est excellent. Et donc, j'ai justement vu que je connaissais beaucoup d'ingénieurs en étant à Waterloo, et donc j'ai répondu, bien sûr, je connais des gens, donc j'ai commencé à faire du volontariat, du bénévolat, en commençant à mettre en contact ces ingénieurs avec certains de ces intervenants que j'avais connus. Et je ne pensais même pas faire de l'argent avec ça. Donc j'ai travaillé plus d'une année comme ça, et c'est jusqu'au moment où j'ai continué à poser une question, est-ce que vous avez dit de vous payer des gens pour faire ce travail ou pas? Et donc, ces intervenants qui sont devenus un peu mes mentors m'ont répondu, effectivement, on paye quelqu'un pour le faire, donc si tu veux continuer à faire ce travail, bien, on sera heureux de vous payer pour ce faire. Et donc, je me suis dit, ah mon Dieu, eh bien, et,
et je me suis découvert une sorte de pouvoir secret. Et j'ai commencé à découvrir en fait pourquoi est-ce que à quoi est-ce que j'étais bonne. Et je sais que je suis bonne pour créer des contacts des gens. Donc, par exemple, en chimie, j'étais la pire de la classe. J'étais la dernière. Mais ça, justement, c'était une très bonne leçon. Il faut savoir pourquoi on est bon. Ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsque l'on veut tenter de passer au niveau suivant de sa carrière, et, et si vous vous rendez compte que les gens autour de vous, si, les gens que vous connaissez, si vous voulez offrir une valeur ajoutée sans rien demander en échange, eh bien c'est ça la clé du réseautage, l'altruisme. Et ça va toujours vous rapporter quelque chose. Des fois, c'est des années plus tard. Par exemple, récemment, on a perdu le doyen, notre doyenne en ingénierie. C'était une personne phénoménale. Elle n'était pas doyenne quand je suis rentré au Waterloo, mais elle est devenue rapidement. Même si j'ai jamais été étudiante en ingénierie, je n'étais pas une de ces étudiantes, mais elle m'invitait toujours, m'invitait à parler, m'a permis de créer des contacts. Donc, elle a eu un rôle important. Donc, pensez effectivement à votre futur. Les contacts que vous faites aujourd'hui peuvent payer dans le futur. Donc, faites du réseautage, n'hésitez pas à faire du bénévolat, réfléchissez à toutes les opportunités où les gens connectés aujourd'hui dans cette conférence. Vous avez une opportunité de contact. On va commencer par Brock. Merci d'ailleurs, Brock, de m'avoir invité. Deux choses que je vais vous dire, c'est qu'il faut être naïf. Lorsque, lorsqu'on est étudiant, on ne veut pas échouer. Donc les notes vous indiquent comment, comment est-ce que les choses vont pour vous. Donc, tout le monde ne va pas avoir la note maximale. Donc, moi, je visais pas le 100, je visais un 75. Et je me suis dit naïvement, ouais, bon, je ne vais pas pouvoir m'approcher des 100 points comme certains des meilleurs étudiants. Mais bon, finalement, si j'ai que 65, j'ai la moyenne, ben, je vais que obtenir le même diplôme. Donc, autant viser le 65 et consacrer le réseau montant à l'entrepreneuriat. Et donc, grâce par exemple, les courses de codage, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais pas bonne pour ça, mais j'ai connu des étudiants qui étaient bons à ça, et donc ils sont devenus des partenaires plus tard. Donc, même si effectivement, ce qui est un échec pour moi, eh bien, bah, finalement, ça m'a permis de créer des liens, de trouver des alliés. Donc, réfléchissez à votre entourage et réfléchissez au fait que vous avez les meilleures opportunités maintenant parce qu'en tant qu'étudiant, vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent. Et vous pouvez prendre davantage de risques. Donc, voyez la chance que vous avez. Et donc, quand on lance une entreprise, on est content de faire de l'argent, même si c'est pas beaucoup d'argent de pas. La chose que je veux dire, c'est que comment transformer vos contacts en clients. J'ai 38 ans aujourd'hui et je me sens encore comme si j'avais 24 ans. Certainement qu'octogénaire, je continuerai de dire la même chose. Et beaucoup de gens disent, bon, il faut rester jeune à l'intérieur et rester positif. Et voilà, c'est le conseil que je donne. Donc, je tente de suivre mes propres conseils. Je travaille avec deux développeurs, Ariane et Daniel, qui sont également de l'Université de Waterloo. Et nous avons créé une plateforme de carrière. Il s'agit d'une plateforme qui doit aider beaucoup plus de gens que ce que l'on peut faire simplement avec l'entreprise. C'est une plateforme pour les ingénieurs pour trouver pour suivre leur carrière. Donc, ce que l'on tente de faire maintenant, on est centré sur les développeurs de logiciels, les ingénieurs de logiciels. Donc, on travaille sur une plateforme où le concept de mentorat va être numérisé. D'ailleurs, je veux vous inviter, lorsqu'on retrouve ici, à une conférence sur cette plateforme, careerplatform.com, qui sera lancée le 19 décembre.
des gens de Tesla, Google, Zynga, et Snapchat, de sortes de start-up. Donc, différents ingénieurs qui on a pu collaborer sont de l'Université de Waterloo. Et donc, il s'agit d'une conférence de partage de conseils. Cette conférence est gratuite, ouverte. Tout le monde est la bienvenue. Donc, allez sur notre page Internet et vous pouvez vous enregistrer. Donc, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase pour notre entreprise et pour devenir plus professionnel. Lorsque je vois quelqu'un qui se présente comme un expert, je pose toujours une question. D'après moi, il faut au moins 15-20 ans pour devenir un expert. Donc, si vous êtes débutant, vous avez vraiment une expertise. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'économie circulaire que l'on tente de créer avec une entreprise verte, c'est quelque chose de naïf, c'est quelque chose de très nouveau. Et donc, il ne faut pas se considérer comme trop expert. On est encore au début de tout ce type de concept. Et je crois qu'il faut garder une mentalité modeste parce que une mentalité d'entrepreneuriat, c'est une mentalité orientée vers la croissance. Donc, je conclure en disant que ce qui concerne l'économie circulaire et les technologies propres, intéressez-vous à des choses intéressantes. Je me suis impliqué dans des groupes de capital risque et d'ange en investissant mon propre argent. Intéressez-vous à... Il y a certains livres que vous pouvez trouver sur Amazon, dont vous pouvez beaucoup apprendre. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, de toutes sortes de financement pour votre entreprise ou toute autre aide, eh bien, ce sera un plaisir pour moi de vous tenter de vous aider. Donc, encore une fois, merci Brock. Je vous rends la parole. Merci Jackie. C'était très rafraîchissant pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de votre intervention. Je crois que l'échec, beaucoup d'étudiants ont du mal à gérer l'échec, surtout lorsqu'ils font leur premier pas comme entrepreneur. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière se trouve au bout du tunnel. Et souvent, on apprend davantage de nos échecs que de nos succès. Je vais à présent vous présenter notre deuxième intervenant, Monsieur Adam Stager. Stager a obtenu son doctorat en génie mécanique à l'Université du Delaware en 2020. Inspiré par ses recherches, il a fondé Trick Robotics en 2017 dans le but de résoudre des problèmes pratiques du monde réel à travers l'automatisation. La société s'est d'abord centrée sur la fabrication de petits robots modulaires, le service de police et les premiers intervenants, mais sont ensuite tournés vers l'agriculture à la recherche d'un modèle économique plus durable. En 2018, Adam a remporté plusieurs concours de start-up, a participé à des programmes d'entrepreneuriat, ce qui inclut le défi d'innovation jeunesse de la CCE pour appris à trouver un produit adapté au marché. En 2019, il a réduit l'objectif d'entreprise en s'engageant dans le concept de réduction des produits chimiques dans les exploitations de fraises. En moins d'un an, l'équipe de Trick Robotics a construit un robot entièrement autonome capable d'utiliser la lumière ultraviolette comme alternative non chimique aux pesticides. En 2020, leur véhicule Roomba a été validé dans 3 fermes pilotes du Delaware et de Virginie occidentale. Et en 2021, ils commenceront à mener des projets pilotes rémunérés dans des fermes de Californie. Donc, j'ai le plaisir de, à présent, transmettre la parole à Adam Stager. Merci pour cette excellente présentation. Je vais partager mon PowerPoint. C'est un plaisir très triste aujourd'hui. Comme Jackie l'a dit, être étudiant, c'est
C'est une bonne situation, un bon moment pour notamment entreprendre. J'aimerais vous parler un peu de mon parcours, parce que j'aimerais vous montrer que je vous ressemble beaucoup. Et si vous pensez également, vous avez une idée que vous lancez une entreprise. Donc, ce que fait mon entreprise, c'est de réduire l'usage de pesticides, comme Nick l'a dit. On utilise donc une combinaison d'automatisation et d'ultraviolet qui démontre une aussi bonne, aussi grande efficacité que les produits chimiques comme pesticides. Alors, je vais commencer par vous raconter comment j'ai fondé mon entreprise. Alors, voilà, j'ai quelques photos de mon enfance. Alors, je vais vous vraiment montrer qui je suis. Dès l'enfance, j'aimais construire des choses. J'avais cette passion pour la construction. J'étais créatif. J'aimais simplement construire des choses. Et je crois que c'est très important parce qu'en tant que créateur, on a besoin d'une passion. Il faut vraiment se demander qu'est-ce que l'on aime faire parce que vous allez consacrer beaucoup de temps à votre projet si vous lancez une entreprise. Donc, il est très important d'aimer ce que l'on fait. Et j'ai eu la chance de comprendre ça assez tôt dans ma vie. Et ce qui m'a amené jusqu'aux études d'ingénierie à l'Université du Delaware. J'ai beaucoup appris dans ce parcours. Et donc, cette passion pour la construction, bien, c'est bien parce que j'avais cette capacité à partir d'une idée à construire quelque chose qui n'est pas forcément très conventionnel. Par exemple, ce tube pour récupérer des balles de tennis. En fait, un peu tous les objets qu'on utilise ont été élaborés par des gens comme nous. Il ne faut pas être des qualités tout à fait spéciales pour créer des objets. On n'a pas besoin. Donc, on a tous la capacité de créer. Et donc, j'ai toujours eu envie de lancer une entreprise pour améliorer la situation dans le monde. Et donc n'importe qui vraiment peut lancer une entreprise. On apprend beaucoup de choses en se faisant. Donc, la robotique, je n'avais aucune expérience particulière en robotique lorsque j'ai. Et donc, je voyais ce robot et ce robot que je voyais tous les jours. Et je suis devenu curieux par rapport à ce robot. Je me suis dit, mais finalement, ce robot va remplacer beaucoup de personnes réelles. Va voir lui confier beaucoup de choses. C'est ça le futur. Et je me suis rendu compte que simplement en faisant des recherches en ligne, on peut trouver beaucoup de ressources qui vous aident à apprendre et à faire les choses par nous-mêmes. Et si on a la curiosité nécessaire, il est facile de faire des recherches en ligne, ou de créer des événements en ligne tel que celui d'aujourd'hui et connaître des personnes qui peuvent vous aider. Et bon, je me suis rendu compte que la robotique, c'était compliqué. Et donc, je me suis lancé dans un doctorat. Et donc, j'ai pu ensuite utiliser certaines des connaissances acquises pour commencer à construire des petits robots. J'ai une bonne transition pour vous dire, pour vous parler de comment, au cours de mon doctorat, j'ai réussi à lancer une entreprise. Vous savez, c'est pas simple, hein. Donc, j'ai commencé en faisant beaucoup d'erreurs. Donc, je finissais mes cours et j'avais 10 000 choses à faire en même temps. Et donc, j'ai beaucoup d'idées. Il fallait tester certaines idées. Je crois que c'est très, très important pour un entrepreneur de tenter des choses. Et des fois, si on a des idées qui semblent assez folles, que vous voulez tenter de concrétiser, donc c'est pas facile de mener un doctorat en même temps. Donc, j'ai lancé cette entreprise. Trick, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a pris ces petits robots que je construisais et on les a adaptés. On a fait ce travail à l'université, mais on se demandait tout ce qu'on apprend à l'université, en quoi est-ce que ça peut être utile aux gens? Et
On a commencé à parler avec beaucoup de gens pour voir à quoi est-ce que ces robots pouvaient servir. Et une chose qui est importante pour moi, c'est j'étais très transparent avec mes conseillers par rapport à mon projet. Donc, quand j'ai entamé mon projet de doctorat, j'ai été clair, j'ai dit à mon conseiller que je voulais lancer une entreprise. Donc, il n'a pas perdu de temps à tenter de faire de moi un universitaire. Et je crois que ça a permis d'adapter vraiment ce que j'ai fait avec lui. Et pour lui aussi, c'était, c'était quelque chose de positif parce qu'il est devenu une espèce de partenaire. Votre directeur de thèse n'est pas, c'est pas votre ennemi. Ça peut devenir votre allié. Donc, ces robots peuvent être utilisés pour autre chose que les tâches de défense auxquelles on pense aujourd'hui. Donc, je commençais à contacter d'autres enseignants de l'Université du Delaware. En tant qu'étudiant, on a beaucoup de ressources à la disposition, des enseignants, d'autres gens qui peuvent être intéressés par votre projet. Donc, on a commencé à employer ces robots donc, dans les champs. Et donc, mon directeur de thèse a pu lui aussi entamer une nouvelle collaboration et lui aussi finalement m'a été très reconnaissant. C'était aussi un apprentissage très intéressant pour lui. À partir de là, donc, j'ai tenté d'utiliser ce que j'avais appris dans mes études de doctorat pour me lancer dans ce projet de robots pour l'agriculture. Mais le problème, c'est que bon, j'ai participé à de nombreux concours de start-up et j'ai accepté tous les concours. Et donc, j'ai accepté notamment un projet de travail sur les champs de fraises. Donc, voilà une image d'un champ de fraises. Donc, par exemple, je me suis rendu compte que dans un champ de maïs, c'était beaucoup plus difficile d'automatiser des tâches. C'est beaucoup plus facile dans un champ de fraises. En plus, il s'agit d'un fruit très populaire. Donc, voilà une belle photo comme ça, c'était une manière sexy de lancer une entreprise. C'est plus cool que le maïs. Donc, en termes d'image, c'était bien. Et ouais, justement, si vous allez lancer une entreprise, voyez où se trouvent les opportunités. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quelques 22 pesticides, on trouve des résidus de 22 pesticides en moyenne qu'on trouve dans les fraises sur le marché. Donc c'est un vrai problème. Et si vous voyez la manière avec laquelle on répand ces pesticides, eh bien voilà, c'est certainement pas le futur que nous voulons, ce que nous voyons, cette photo que nous voyons à l'écran. Parce que l'utilisation de ces pesticides, euh, on met en danger notre futur et notre environnement. Donc, lorsque j'ai commencé à parler avec les agriculteurs, voir qu'est-ce qu'ils utilisaient, et bien à partir de là, j'ai vraiment commencé à voir où sont les opportunités. Donc, en parlant avec les agriculteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand nombre de problèmes. Problèmes pour les agriculteurs, les problèmes que ça cause pour la biodiversité, pour l'environnement. Et donc, je me suis vraiment intéressé à cette question. Et je me suis posé la question suivante, ne pourrait-il pas exister une alternative non chimique hein, aux pesticides? Donc j'ai creusé davantage et je me suis dit qu'on pourrait trouver une manière naturelle de cultiver des fraises et tout en économisant de l'argent, puisque effectivement on peut faire économiser jusqu'à 25% aux agriculteurs, aux producteurs de fraises. Donc, en réalisant ce travail, on peut à la fois de faire gagner davantage d'argent aux agriculteurs tout en protégeant l'environnement. Donc voilà, je voulais lancer ce projet. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment permis de me décider, c'est quand j'ai commencé à parler avec les consommateurs. Là encore, il s'agit vraiment de parler au plus grand nombre de gens possible. Donc, en parlant également les grands producteurs, eh bien, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait une grande opportunité. Des fois, il fallait insister pour que certaines personnes acceptent de s'ouvrir et de parler.
Et en fait, le moment clé, le tournant, c'est quand les gens commencent à vous chercher, quand les gens commencent à vous appeler pour qu'ils s'intéressent à votre projet. Eh bien, c'est là où vous commencez à vous rendre compte qu'effectivement, vous avez peut-être mis le doigt sur un problème. Donc, un problème à résoudre et également un marché, qu'il existe un marché. Si vous voyez qu'il existe un nombre de clients potentiels intéressés par une solution au problème sur lequel vous vous penchez, eh bien, vous voyez que vous pourriez avoir un impact important. Donc là aussi, vous devez réfléchir à ça. Est-ce que vous voulez une grande entreprise avec un impact mondial? Vous savez, lancer une petite entreprise, c'est pas un problème. Mais si je veux avoir un impact au niveau mondial, eh bien, il vaut mieux s'intéresser à un grand marché. Donc, je me suis rendu compte que sur le marché des fraises, puisqu'il s'agit du fruit où, où on utilise le plus grand nombre de pesticides, les fraises. Et à partir du marché des fraises, ça permettrait d'accéder à un marché encore plus grand, comme ce que vous voyez à l'écran. Mais au-delà des chiffres, il faut voir vraiment quelle est la véritable utilité de votre projet pour les agriculteurs et pour les clients. Et si au lieu d'utiliser des pesticides, on offrait un service qui remplace justement ces pesticides. C'était ça le projet. Et finalement, toutes les pièces du puzzle étaient en train de se mettre en place, mais on a besoin du plus grand nombre de personnes possible lorsque vous lancez. Donc, dites oui à tout, même si vous devez intervenir comme ça, comme vous voyez à l'écran, c'est moi avec la flèche en jaune. Vous savez, j'étais effrayé. J'allais parler devant un grand nombre de personnes, des gens qui prennent des décisions, des décisions qui ont un impact sur l'environnement. Mais je crois qu'il faut sortir de notre zone de confort. Donc, faire le plus grand nombre d'interventions publiques, et plus vous le faites, et plus vous apprenez. Donc, encore, de nombreuses opportunités existent. Donc, cherchez-les. Donc, après avoir souvent pris la parole au public, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'entourer d'une équipe. Voilà un autre avantage du fait d'échanger avec beaucoup de gens, parce que vous connaissez beaucoup, vous faites la connaissance de beaucoup de gens, des gens intéressés par votre projet. Et donc, j'ai pu construire vraiment une équipe, hein. Et je dirais que c'est plus facile en tant qu'étudiant, parce que vous pouvez simplement vous adresser aux autres étudiants à l'université. Et beaucoup d'étudiants sont prêts ont envie de se faire de l'expérience. L'ensemble des étudiants que vous voyez sur la photo en bas à gauche sont des étudiants de mon université, l'Université du Delaware, des étudiants en robotique. Et ils m'ont beaucoup aidé. Et ces étudiants sont maintenant sont devenus employés de longue date de mon entreprise. Donc là encore, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. Donc voilà à présent ce que nous faisons, ce que nous avons utilisé la saison dernière. Nous sommes devenus partenaires des plus grands ensembles de fermes du Delaware, fermes de fraises. Vous savez, j'ai commencé avec la robotique sur Google, en faisant des recherches sur Google. Donc j'ai appris beaucoup de choses en autodidacte. Et je crois que beaucoup de gens peuvent le faire aussi en autodidacte. Si vous êtes curieux et passionné, vous pouvez apprendre beaucoup par vous-même. Donc, ces technologies ultraviolettes que nous utilisons, bon, elles fonctionnent de nuit. C'est ça le truc pour que ça marche. Donc, ces robots fonctionnent de nuit. Et bon, une des difficultés, c'était justement de pouvoir les faire fonctionner de nuit. Mais en fait, ça a des avantages pour les agriculteurs, puisque ces tâches sont automatisées. Donc, il faut penser au futur en tant que fondateur d'entreprise. Il faut penser au futur. Nous allons étendre nos activités pour les prochaines et réfléchir au futur de la croissance de votre entreprise dans le futur. Donc, nous, on a beaucoup avancé sur l'utilisation des ultraviolets. Donc, il existe d'autres opportunités pour nous. Et donc, à travers la technologie, on peut justement se créer des nouvelles opportunités et connaître des gens qui vont
soutenir le projet. Donc, je crois que j'en ai fini. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, dites toujours oui. Dites toujours oui. N'ayez pas peur des difficultés. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Mais au bout du compte, intervenir dans un événement comme celui d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très enrichissant. N'hésitez pas à le faire. Merci Adam pour cette excellente intervention. Je crois qu'il y a de nombreuses questions qui me viennent à l'esprit en t'écoutant. Alors, merci beaucoup, Nick, pour la belle introduction. Muchas gracias, Nick, por esta introducción. On va aller voir ici. Vamos a ver aquí. Alors, je suis très contente de vous rencontrer Estoy muy aujourd'hui contenta pour de vous estar el parler día de hoy con l'entrepreneuriat ustedes para social. hablarles Donc, del par rapport à empresariado notre projet, social con c'est respecto Entraidons, une monnaie a locale et sociale à nuestra, Québec. Donc, a lo que je vais hicimos en commencer Quebec, el par trabajo que présenter le efectuamos en projet et par Quebec, la suite mon parcours en tant qu'étudiante. y les voy a hacer una presentación. Alors, vous avez sûrement remarqué que quand on regarde des Ustedes se han vidéos sur dado YouTube, cuenta on remarque toujours le que bouton « Ignorer cuando- l'annonce ». Mais est-ce qu'en tant que Victoria, jeune étudiant... Oh, no. I am sorry to interrupt. Yes. Edna, you are on the French channel. I can hear Victoria and yourself. Can you please, I don't know what is going on, but I can hear both of you. Just to give you a heads up. Thank you. Okay. So, do I have to do anything? Non, Victoria, tu peux continuer en français. C'est juste que Exact. Parfait. Donc, je vais recommencer, mais c'est sûr que la vidéo qu'on a vue, le réflexe qu'on a sur les vidéos sur YouTube, c'est de cliquer sur le bouton « Ignorer l'annonce ». Mais est-ce qu'en tant que jeune universitaire, en tant que jeune étudiant, on peut réellement ignorer les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre société? La question et la réponse, je pense que c'est non. Alors, des jeunes comme vous et moi, des professeurs comme Brock, des organisations comme la Commission de coopération environnementale, on considère les actions liées des affaires comme étant une solution aux enjeux de notre société. On utilise donc l'action entrepreneuriale pour améliorer la santé économique, sociale et environnementale. Donc, mon équipe et moi, durant nos études et encore aujourd'hui, c'est ce qui nous a amené à développer le projet Entraidons. Donc, très brièvement, le projet Entraidons s'installe dans la ville de Québec, particulièrement dans le quartier de Saint-Roch. Malgré que la ville de Québec rayonne par sa culture, ses gens, son développement économique et qui possède le taux de chômage le plus bas au Canada, Saint-Roch est un quartier qui demeure dans une profonde transformation. En fait, il y a un contraste entre la pauvreté et la modernité.
Saint-Roch a une grande concentration des personnes en situation de précarité financière et en situation d'itinérance. Toutefois, avec l'arrivée des nouvelles compagnies, des nouveaux commerces et l'arrivée de jeunes et de populations plus aisées dans le quartier fait en sorte qu'il y a une gentrification du quartier. Il y a donc deux contrastes qui sont présents dans le quartier. C'est ce qui nous a amené à développer Entraidons. Entraidons, c'est une monnaie locale et vous allez sûrement me demander, mais qu'est-ce qu'une monnaie locale? En fait, une monnaie locale, c'est une monnaie qui est utilisable dans les commerces qui sont identifiés et qui, son modèle appelle à une recirculation et à un partage naturel. Vous pouvez peut-être voir sur la photo que la pièce qu'on tient sur la diapositive ressemble à $1 canadien. On s'est souvent questionné en tant que jeunes, mais comment on peut assurer que notre projet répond à un besoin qui va aider les personnes en situation de précarité financière sans les dénigrer ou sans que le projet fasse en sorte qu'il y ait une approche paternaliste. Donc, en incluant différentes perspectives, des expertises de d'autres facultés, ça nous a permis de développer une pièce de monnaie qui ressemble à la monnaie canadienne et qui permet de donner de l'empowerment aux gens. Donc, très brièvement, comment ça marche? C'est que ces pièces de $1-là peuvent être achetées dans nos commerces partenaires. Des résidents et des travailleurs du centre-ville comme vous et moi, on peut se les procurer et par la suite les donner directement aux personnes en situation d'itinérance qu'on voit. Ces personnes-là peuvent retourner dans les commerces et acheter tout ce qu'elles veulent, sauf de l'alcool, du tabac et de la loterie. Donc, les premiers partenariats qu'on a établis sont avec l'Aube-Rivière, qui est la plus grande organisation pour les personnes en situation d'itinérance à Québec. Donc, la pièce peut être échangée pour des repas ou une nuit d'hébergement. Et on sait qu'à Québec, l'hiver, il fait froid, donc c'est quelque chose qui est très utile pour les bénéficiaires. Également, l'épicerie et une pharmacie acceptent ces entraidons. Donc, les gens peuvent acheter des produits de base, que ce soit des produits d'hygiène personnelle, des brosses à dents, des barres de chocolat, etc. Mais ce projet-là, on voulait vraiment qu'il s'ancre dans l'autonomisation des personnes et qu'ils peuvent se sentir, elles aussi, dignes et respectées et avoir un pouvoir d'achat. Donc, le projet, c'est sûr que ça s'ancre dans la ville de Québec, mais on voulait solliciter le plus possible le partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les organismes communautaires, les résidents, les commerçants, mais aussi la ville de Québec. Et on est très heureux d'avoir le soutien de la ville de Québec par l'entremise du conseiller municipal. Pourquoi ce projet-là nous tient à cœur et on l'a développé, c'est parce qu'on s'est questionné sur le fait de qu'est-ce qu'on pourrait aider notre communauté. Donc, ça nous permet, par ce projet-là, de donner d'une manière qui est concrète, de voir le partage entre les différentes personnes, les commerçants, les résidents, et au final, d'améliorer ce sentiment de collectivité au sein de notre société. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas dire que c'est seulement un projet qui axe sur le volet économique, mais surtout sur le volet social. Vous avez sûrement vu des gens qui vous demandaient de la monnaie dans votre vie et le réflexe qu'on a souvent, c'est on va passer tout droit, on va essayer d'ignorer la question parce qu'on pense que notre argent va aller pour de l'alcool ou de la drogue. Mais le fait de s'arrêter, de donner une pièce d'entraidon et de prendre le temps de discuter avec ces personnes, ça leur permet de ne pas se sentir invisible et d'avoir, elles aussi, un sentiment de dignité et de respect. En fait, toutes les questions qu'on s'est posées durant un an jusqu'à son lancement en 2019, ça a tout été répondu quand on a vu l'impact de notre projet. On avait estimé pour l'année 2019-2020 qu'il y allait y avoir 1000 pièces qui circuleraient à Québec avec un taux d'utilisation de 90 %. Or, après seulement une seule journée, 500 pièces ont été vendues et après une semaine, l'ensemble des 1000 pièces circulaient dans la ville de Québec. On est très heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, il y a près de 2000 pièces qui circulent à Québec après seulement un an et demi et que le projet est en train de s'étendre dans d'autres villes au Québec, au Canada, mais aussi en Europe. Donc, comme je vous disais, toutes les questions qu'on se pose, le fait de voir le projet concrètement et son impact, la valeur qui est accordée à celui-ci se témoigne par la confiance des gens. Je pense que la valeur qui est le plus
remarquée, la plus importante, c'est de voir que notre projet répond à un besoin social de nos sociétés, mais aussi de d'autres sociétés ailleurs dans le monde. Donc, on a vu des articles de presse qui se sont faits au Canada, au Québec, mais aussi à l'extérieur, notamment en Europe, comme je vous le mentionnais. Mais la partie la plus importante, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut être une entrepreneur et une étudiante en même temps? Je pense que mes collègues, tantôt, ont répondu à la question et je pense que c'est oui. Il y a certains défis, mais en tant qu'étudiante actuellement, je vais vous partager mes conseils à moi. Moi, je suis une professionnelle de la santé. Je finis mes études au MBA en gestion des services de santé cette année, mais je ne me suis jamais considérée comme une entrepreneur. Je ne veux pas développer une compagnie dans la vraie vie. Et souvent, les gens nous disent, bien, être entrepreneur, il faut avoir sa propre compagnie. La réponse à ça, moi, je dis c'est non. L'intrapreneuriat est en fait une forme d'entrepreneuriat. Donc, des gens comme vous et moi qui ne veulent pas nécessairement avoir une compagnie, vous pouvez aussi faire de l'entrepreneuriat au sein de vos propres organisations. Et l'intrapreneuriat vaut tout de même comme l'entrepreneuriat parce que vous amenez vous aussi de l'innovation, de l'ambition et du leadership dans vos organisations pour susciter un impact concret et durable. Une des choses à l'université qui est la plus riche et la plus importante, c'est que vous avez accès à des gens de différentes facultés, des professeurs, des collègues. Impliquez-les dans votre projet. Ne restreignez-vous pas seulement à une seule faculté parce que le fait d'avoir différentes expertises, ça nous permet d'avoir un projet qui est global, qui répond à un besoin et qui va aller plus loin. Vous voyez sur la photo, mes collègues et moi, on provient de toutes les facultés de l'Université Laval, que ce soit la faculté de médecine, la faculté d'administration, la faculté de génie ou de design. Bref, toutes ces personnes ont contribué à ce projet et la valeur et le succès qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a intégré ces différentes expertises et perspectives dans notre projet. Mes collègues en ont parlé tantôt, Jackie a parlé du réseautage. Je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner. Participer à des événements, que ce soit des 5 à 7 pour communiquer avec du monde, rencontrer des gens, mais aussi participer à des concours. Le défi innovation jeunesse de la commission est un bon exemple. Ça vous permet d'accéder à une expertise qui est super riche, mais aussi de développer des liens avec d'autres secteurs et avec des gens qui peuvent vous aider à améliorer votre projet. Surtout, le fait d'être étudiant vous permet d'avoir une carte qui est très avantageuse. Quand vous allez cogner à des portes, que ce soit des politiciens, comme vous pouvez voir sur la photo, des commerçants, des grandes organisations, les gens sont très ouverts à vous aider et à le faire même gratuitement. Donc, profitez-en pour les impliquer dans le projet, d'avoir leurs conseils et qui sait, un jour, ils vont peut-être participer à votre projet et le supporter encore plus loin. Parce qu'au final, on crée des liens sociaux et si vous pouvez impliquer le plus possible de parties prenantes, que ce soit les organismes communautaires, le milieu privé, les organisations, le domaine de la politique, ça vous permet au final de maximiser la valeur de votre projet et qui s'ancre bien dans votre communauté. Je vous montre ici quelques statistiques. Ça, c'est un peu mon côté analytique qui ressort, mais le fait de mesurer l'impact de votre projet vous permet de donner beaucoup plus de crédibilité quand vous allez présenter votre projet à des concours, à des demandes de subventions ou même à des futurs potentiels partenaires. Parce que juste le fait de dire notre projet aide la communauté, c'est bien, mais il manque quelque chose. Le fait d'avoir des vrais chiffres, de le quantifier, l'impact, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de chances de gagner les concours et les bourses, mais aussi de recevoir de l'aide de futurs potentiels partenaires. Mais à la fin, ça vous permet également de faire un rapport annuel et de présenter, de souligner surtout l'impact de votre équipe et de votre contribution. Un des derniers conseils que je vous donnerais, c'est oui, notre projet fait un impact majeur et durable dans notre communauté, mais on a eu la chance de bénéficier de l'aide de conseillers d'entrepreneuriat à l'université, des entrepreneurs ou autres personnes qui nous aident. Mais si vous avez la chance de repartager votre expérience avec des plus jeunes, que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université, faites-les parce que ça va vous permettre
d'améliorer cette culture d'entrepreneuriat social-là dans votre communauté. Et au final, l'ensemble de tous nos projets nous permettent d'améliorer concrètement la santé économique, sociale et environnementale de notre société. C'est sûr que mon côté de professionnel de la santé ressort pour ce dernier point, qui est de garder un équilibre. Je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est souvent ça le défi qu'on a de jongler entre nos examens, nos sports, nos études, etc. Mais aussi, il faut prendre du temps pour soi. Donc, si vous savez déjà la date de vos examens finaux et de vos examens intra, c'est tout à fait correct de dire à votre équipe, pendant 1 ou 2 semaines, on travaille moins sur le projet et on se concentre sur nos études ou sur d'autres aspects. Parce qu'en étant bien à l'intérieur de nous-mêmes, donc mentalement, mais aussi physiquement, c'est là qu'on peut vraiment déployer un impact beaucoup plus grand et mieux accompagner notre équipe. Alors, pour finir, je vous laisse sur ces bons mots que toujours quelqu'un me dit. C'est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, je pense que vous êtes tout à fait capable de développer vos projets. Donc, si vous passez à Québec, ça me ferait plaisir de prendre un café avec vous en anglais ou en français. Donc, je remercie également l'ensemble des membres de l'organisation pour cet atelier. Merci beaucoup. Merci Victoria pour cette Victoria, présentation. cette excellente présentation. Aujourd'hui, nous allons céder la parole à Anna Wright. Anna Wright est la cofondatrice et directrice de l'innovation chez Cycle, une start-up qui se concentre sur le développement d'une serviette hygiénique antimicrobienne pour les femmes en Ouganda. En 2018, Cycle a remporté le World Challenge, un concours international de présentation d'entreprises visant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle est diplômée du programme d'études sur la santé de l'Université de Waterloo et Anna a toujours eu une passion profonde pour la résolution des problèmes importants de la santé des femmes. Et elle a été conceptrice de services et chercheuse pour répondre aux besoins des femmes à faible revenu et des réfugiés. On cède la parole à Anna. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous. Et donc, je suis très heureuse d'être ici. Anna, oui, effectivement, j'ai travaillé à Ouganda avec les femmes et la raison que j'ai eue de commencer cela, c'est que je voulais trouver une solution à un problème que j'avais. Ce n'était pas vraiment une chose que j'ai planifiée, mais j'ai été à Ouganda pour quelques mois et j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient des problèmes et surtout des problèmes qu'ont les femmes dans plusieurs endroits avec des problèmes économiques dans plusieurs pays. Il y a beaucoup de mortalité et j'ai été uniquement là quelques mois et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces femmes et quelque chose de non lucratif. Honnêtement, je ne pensais pas à savoir quoi faire, mais j'ai commencé à me poser la question comment je peux travailler à quelque chose de non lucratif. Donc, il y a quelque chose à Waterloo qui s'appelle Greenhouse. Et donc, j'ai été dans un programme d'incubateur. Il y avait des idées de business, mais je n'avais pas encore pensé à quoi faire. Et la chose la plus importante, c'est de réfléchir. Et il faut tout d'abord voir ce qu'on veut faire et se poser la question et de dire qu'est-ce que je voudrais faire, comment est-ce que je peux trouver une solution à tel ou tel problème. Et on continue toujours d'apprendre et apprendre. Et alors, le taux de mortalité était si important que j'ai commencé une start-up là-bas justement pour essayer de voir pourquoi la mortalité était si importante.
Alors, j'ai commencé à vendre, à vendre du café, c'est-à-dire à faire une cantine. Brock a été le témoin de mes débuts. On parlait de tous les problèmes que j'avais quand, bon, tous les problèmes qu'ont les pays en voie de développement. Et il y a beaucoup de choses qui sont impliquées pour pouvoir commencer quelque chose de bien. Donc, par le biais et nous avons commencé, donc j'ai commencé à voir un petit peu les choses féminines. Et on a pu donc voir comment est-ce qu'on pouvait aider ces femmes. On devait donc juste de trouver la solution au problème. On devait voyager. Le projet que nous avons pensé au début devait mettre sur pied en avril. Et je pense que c'est le moment où j'ai beaucoup appris en tant qu'étudiante entrepreneur, parce que on doit bien sûr apprendre tout le temps, et nous avons appris donc des problèmes spécifiques que les femmes n'allaient pas à l'école ou n'allaient pas au travail à cause des règles. Et comment alors créer quelque chose pour que les femmes puissent faire une vie normale. Donc, j'ai eu cette expérience d'entrepreneur. J'ai appris un petit peu plus du business pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes plus grands. Parce que tu dois bien sûr parler aux entreprises qui gèrent les affaires environnementales. Tu dois trouver les solutions. On s'est rendu compte qu'une façon durable était de monter une entreprise sociale. Et pour moi, je suis dans le domaine de la santé. Je n'étais pas habituée à des choses avec les chiffres, mais tant qu'entrepreneur, je sais que, bien sûr, je dois mener à bien un business. Et alors, donc, je pense que je suis un entrepreneur. Et on doit résoudre plein de problèmes. Il y a des problèmes de décision pour réunir toutes les pièces, pour pouvoir… quelles sont les implications financières, les problèmes politiques, les problèmes de toutes sortes qu'on doit résoudre, et comment tout cela, doit avoir une solution. Et ce n'est pas uniquement bon, je veux travailler sur les questions environnementales, mais il faut également voir que les gens changent leur comportement. En tant qu'étudiant, bien sûr, à l'université, l'université, c'est l'endroit parfait pour pouvoir gérer tous ces problèmes. Et une des choses que j'ai pu faire et que je n'aurais pas pu faire, c'est de m'asseoir avec toutes ces personnes pour boire du café, de discuter avec toutes ces personnes. Il y a eu une personne qui était experte du commerce mondial. Il y a beaucoup de différentes façons de pouvoir réussir. Et des personnes qui sont jeunes également, qui travaillent dans les sciences, qui travaillent dans les différents domaines et qui sont innovateurs. Et alors, tu prends la décision et tu dis, oui, je veux le faire.
Donc, c'était une opportunité vraiment, vraiment grande de pouvoir donc m'impliquer pour trouver les solutions que je pense que sans ces personnes, je n'aurais pas pu trouver. Donc, je voudrais parler des choses spécifiques que j'ai trouvées de comment est-ce que je pouvez faire étudiante et entrepreneur en même temps. C'est un équilibre assez difficile. Pour moi, une des choses que j'ai trouvées utile, c'est que moi, je pouvais développer, concevoir des, des business émergents. Moi, j'ai dit au professeur que je voulais être très transparente, que je voulais monter un business sur les microbes. Je voulais effectivement éviter des infections urinaires, des infections microbiennes et comment utiliser cela? Je me suis posé la question parce que effectivement, c'est quelque chose de très important. Quand j'ai commencé le business, je ne me suis pas posé la question de si c'était utile, mais c'était un travail que je devais faire. Et c'était la façon d'améliorer les choses à l'école. Je pouvais utiliser cela pour trouver une solution au problème et cela m'a donné l'énergie pour pouvoir avoir des notes à l'école. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des professeurs qui ont été très flexibles et qui ont compris ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de cours très intéressants concernant les crédits, si tu veux monter ton business. J'avais donc ma cantine. J'avais un coffee shop et bon, c'est comme ça que j'ai compris, à commencer à faire et discuter avec des personnes qui travaillent avec la technologie et avec différentes idées. Mais je veux être honnête, quand j'ai commencé, j'étais vraiment je n'avais pas de très bonnes notes quand j'ai commencé. Hein. Donc, c'est pour cela que je vous dis que être étudiante et être entrepreneur, c'est un peu difficile. Mais j'ai eu beaucoup de la chance là. Mais je pense que la réalité, je veux exactement voir comment, comment le temps que j'ai occupé, comment je me suis versée à ce programme. Il faut juste le faire. Il faut avoir l'idée de le faire et de le terminer, de le mener à bien. Et je sais qu'il faut dédier beaucoup de temps, mais je pense que je l'ai fait avec une bonne intention et j'ai eu de la chance de le faire à l'école parce que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir réussir et je n'aurais pas travaillé différemment. Je pense que effectivement le travail que j'ai effectué à l'école et tout ce que j'ai fait, je le referai à nouveau. Et en même temps, tu peux également faire tes études et être entrepreneur en même temps. C'est une expérience extraordinaire. Tu as beaucoup d'expérience, tu reçois beaucoup d'expérience. Et je voulais savoir également jusqu'où cette expérience pouvait arriver. Et me réunir avec les personnes qui m'ont aidé, c'était parfait. Vous n'avez rien à perdre. Il y a beaucoup de personnes qui ne dépendent pas de vous quand on est étudiant. J'ai calculé tout ce qu'il fallait et j'ai passé des heures de classe à imaginer cela. Et je peux vous dire que
Je voudrais bien également, je ferai les choses comme je les ai fait. Et être un étudiant entrepreneur est excellent. Donc, merci, Brock, de cette opportunité d'avoir présenté mes expériences. Et j'espère que vous allez tirer quelques leçons. Merci, Anna, et à tous les panélistes pour toutes ces présentations, pour ces discussions, pour ces expériences dans le monde, pour tout votre succès entrepreneurial. Et je voudrais bien sûr recevoir quelques questions. Si vous avez déjà posé votre question, on va les choisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, posez les questions par le biais du chat qui est dédié justement pour les questions. Et la première question, c'est de Sylvie. Elle pense qu'elle a des idées vertes pour des affaires. Elle dit qu'elle a des idées vertes, mais elle ne sait pas si elle doit prendre des risques. Est-ce que quelles sont la sorte de risques que nous prenons quand on commence un business vert? C'est une excellente question. Tout d'abord, bon, elle doit écrire sur un papier tout ce qu'elle croit, ce qu'elle croit qu'elle peut perdre. C'est-à-dire que moi, j'écrirai toutes les possibilités et j'écrirai tous les scénarios. Quel est le scénario si je perds ci, si je perds ça? Enfin, si c'est le cas, peut-être que je vais perdre mon travail. Enfin bon, qui peut t'épauler, qui peut t'aider, etc. Mais il faut écrire les expériences. Il faut tout écrire. Hein? Il faut effectivement voir développer quels sont tous les propos, les nouvelles expériences, enfin écrire en rouge tout ce qui est, disons, tout ce elle considère que ce sont les dangers, dirais-je. Donc le scénario, le pire scénario, le meilleur scénario, il faut qu'est-ce qui peut m'aider pour faire cette entreprise verte, et également écrire les coûts. Est-ce que il faut voir quels sont les chiffres. Il faut faire une analyse complète et profonde et logique de qu'est-ce que tu peux perdre, si je perds, si je n'arrive pas, si je n'ai pas de succès, qu'est-ce que je perds? Mais également écrire ce qu'elle peut gagner. Je pense que c'est comme ça qu'elle peut commencer. Merci beaucoup, Jackie. Moi, je voudrais aussi dire quelque chose. Peut-être que vous avez aussi besoin d'une équipe. Vous n'êtes pas uniquement, vous n'êtes pas nécessairement tout seul pour travailler. Et je pense que c'est un point très lourd, parce que peut-être qu'une personne peut travailler toute seule, mais il y a des personnes qui travaillent en équipe. Et aujourd'hui, tout est virtuel. Et donc, il faut trouver le réseautage correct et travailler, et peut-être des associés également. Merci, Adam. La question suivante, c'est Daniel Astrella qui nous demande quelle est l'éducation émotionnelle. Comment est-ce qu'on peut utiliser les émotions pour pouvoir être utilisées dans les startups vertes? Ben, si personne ne répond, je voudrais dire quelque chose. Je pense que c'est
c'est très important maintenant. Il est difficile de voir quand tu es, d'analyser cela quand tu es étudiant. Maintenant, on est trop stressé, toutes les perspectives financières, toutes les perspectives sont différentes. Et je pense que les perspectives d'un business, c'est également stressant. Ce sont des temps difficiles. Et je pense qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais c'est très stressant. Mais bon, moi, je pense que j'analyserai, je prendrai le temps pour voir ce qu'on peut faire maintenant. Comment est-ce que tu peux faire segmenter les parties de ta vie, les parties négatives, positives, toutes les parties émotionnelles, sans distraction. Comment est-ce que je peux éliminer les distractions et revenir à la base? Donc, quelles sont les perspectives, bien sûr, de voir quelles sont les initiatives, dire par exemple, bon, une de mes perspectives, c'est de ne pas m'impliquer trop d'une façon émotionnelle, etc. Mais bon, je pense que nous vivons des temps difficiles, effectivement, mais il faut travailler cette partie-là. Moi, bien sûr, je pense aussi que les thérapies sont bonnes. La méditation, les thérapies, ce sont des ressources qui existent. Et ça, c'est quelque chose qui s'élargit, bien sûr. Je recommanderais de parler à un conseiller, de voir comment, ou avec des amis, de voir comment est-ce que si elle va bien. Je pense que tout le monde a le droit de se sentir un petit peu déprimé. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent aider. Merci, Jackie. Et merci pour avoir parlé de cela, parce que parfois, ils pensent que les entrepreneurs verts sont des super-héros et qui ont beaucoup, et il y a beaucoup de, il faut penser également aux obstacles, mais merci de nous avoir donné ton point de vue. La question suivante, c'est une réflexion et pour vous parler est-ce que vous pouvez parler des différences principales, des choses qui n'ont pas eu de succès? Quels sont les points importants qui vous ont soutenu? Je peux dire quelque chose de très bref. Je pense que la meilleure chose pour avoir du succès, c'est d'avoir un team, une équipe. Je suis une personne assez spéciale et je suis j'ai beaucoup de problèmes à arriver à l'action. Moi, je suis une personne plutôt je suis investigateur, je suis chercheuse plutôt. Et donc, si j'ai une équipe, si j'ai d'autres personnes qui m'épaulent, si toutes les personnes ont différents rôles dans une équipe. Donc, pour moi, ça a marché. Merci, Anna. Et les autres panélistes? Oui. Quelque chose de très important, c'est d'écouter les clients ou les clients potentiels avec lesquels vous parlez, parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme ingénieur, je peux créer beaucoup de problèmes ou des problèmes pour les personnes. Je pense que si tu as un produit, comme je l'ai dit lors de ma présentation, quand tu parles des problèmes, eux, ils écoutent. Donc, pour moi, il faut prendre plusieurs directions et parler avec le client fait une grande différence. Merci, Adam. C'est la dernière question.
je vous demande de bien poser, de poser vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre là maintenant, parce qu'on a une limitation de temps. Bon, cette question est de Gabriela et elle demande où vous vous trouvez ou si vous avez commencé à travailler dans le campus de votre université. Et comment, si vous n'étiez pas en train de travailler sur ce que vous travaillez maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Où seriez-vous? Bon, moi, je travaille dans le domaine de la santé. Moi, je travaille avec des patients et je travaille avec les patients, avec leur douleur, avec la douleur. J'ai beaucoup de responsabilités et comme je l'ai déjà dit, en étant un entrepreneuriat, peut-être la solution si tu veux avoir des changements, si tu veux tu n'as pas besoin d'avoir un business ou une entreprise pour changer le monde. Je pourrais dire que chacun peut changer. Par exemple, moi, je ne peux pas faire ma vie avec ce que je fais, mais j'en parle avec mes étudiants. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un business ou d'une affaire pour être un entrepreneur vert. Je veux remercier tout le monde de cette riche discussion, d'avoir pris ces questions. Et je voudrais céder la parole à Dominique, qui fait partie de la CCE et qui nous a aidés à organiser ces séances d'entrepreneurs verts. Merci pour ton travail, merci de tes efforts pour que toutes ces réunions aient du succès. Dominique travaille donc à la CCE. Son rôle comprend la coordination des programmes tels que le réseau d'éco-innovation. Il a un diplôme en études de l'Asie de l'Est. Et il a travaillé comme ingénieur dans le secteur privé, comme professeur d'université, comme chercheur à l'Institut de l'environnement de Stockholm en Suède. Je pense que Dominique va... Dominique, moi, je te cède la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, par les dernières années, la CCE a des enjeux très importants. Et ces enjeux, c'est d'inviter tous les entrepreneurs verts du Canada, des États-Unis et du Mexique. Et nous avons beaucoup d'enjeux. Nous avons, bien sûr, nous avons eu 600 participants pour trouver des solutions. Les solutions étaient là. Ce dont nous avons besoin, ce dont ont besoin la plupart, c'est de trouver des réponses aux solutions. Ils cherchent des solutions à plusieurs choses. Et donc, on a eu l'opportunité de présenter les solutions officielles des 3 pays, donc des États-Unis, du Canada et aux États-Unis, au Canada, c'est Challenge Change, aux États-Unis et au Mexique avec Semarnat. Donc, Adam de Robotics aux États-Unis. Cette année 2020, les gagnants d'un prix, c'était des femmes qui ont travaillé sur tout ce qui a à voir avec les aliments qui sont jetés. Nous avons aussi travaillé sur les affaires concernant le plastique et avec beaucoup de personnes qui nous ont justement aidés à surmonter tous ces enjeux. Et nous avons eu beaucoup d'initiatives, nous avons eu plein de réunions avec la CCE et donc je remercie bien sûr tout le monde d'avoir participé lors de ces réunions.
Merci, Dominique. Et là, maintenant, nous entrons dans la partie des conclusions. Et donc, l'autre jour, on commençait à peine les sessions et maintenant, je ne peux pas croire que ça soit la dernière session. Donc, comment réussir la création d'une entreprise verte en tant qu'étudiant? Et cette séance, cette session, c'est pour qu'il y ait une interaction de tous les entrepreneurs de tout le monde et donner des messages. La question géographique, la question de l'endroit géographique n'est pas importante. Il faut remercier bien sûr Brock Dickinson de l'Université de Waterloo, la CCE pour leur travail de coordination, de toutes ces séances, de toutes ces sessions dans des différentes langues. Et je voudrais bien sûr tout cela a beaucoup de valeur parce que toute cette organisation avec tous ces gens de grande valeur. Je vais céder la parole à Brock et comme ça, il pourra nous céder les dernières paroles lors de cette dernière séance. Brock, je te cède la parole. Merci Nick pour avoir modéré cette séance et merci pour ces jeunes entrepreneurs, pour leurs mots et pour tous leurs exemples si innovateurs et de nous avoir donné de nous avoir partagé toute cette excitation et de tout ce qu'ils ont vécu. Bon, nous sommes lors de la dernière séance. Il y a beaucoup de personnes et des participants, des centaines de participants. Nous allons répéter cela pour pouvoir réunir les personnes de valeur. Je pense que nous avons une communauté extraordinaire entre nous. Je veux bien sûr remercier les interprètes. Ce n'est pas facile de faire cela. Ce n'est pas facile d'organiser cela avec plusieurs langues. Merci à chacun d'eux pour nous avoir accompagnés ces dernières semaines. Et un grand merci à la CCE pour avoir programmé cela. Remercier Dominique Croteau qui nous a parlé il y a quelques minutes. Remercier Georgina O'Farrell et Sandoval. Monsieur Sandoval, je pense qu'il travaille également et avec beaucoup de succès. Ce sont des personnes merveilleuses qui travaillent et qui nous ont, toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis la première séance, la première session. Nous avons eu la participation du Premier ministre du Canada et cette, bien sûr, séance n'a pas été moins importante. Je veux simplement vous dire une pensée pour terminer. Aujourd'hui, Victoria se trouve à Québec. La dernière fois que j'ai vu Victoria, on était à Puerto Rico au début de l'année. Et nous avons également discuté avec Adam qui se trouve à Delaware aujourd'hui. La dernière fois que j'ai vu Adam, on était au Mexique, un an et demi, il y a déjà un an et demi. Et avec cette pandémie, on s'assied en face de l'ordinateur, on peut organiser des choses de plusieurs pays. Et bon, ces dernières 6 semaines, on a créé une communauté, une famille d'entrepreneurs qui ont déjà changé le monde, qui commencent à changer le monde. Et il y aura de nouvelles idées qui viennent. Il y a de nouveaux entrepreneurs qui vont participer et ou des entrepreneurs qui ont déjà participé déjà. Et je sais qu'il faut partager cette information et il faut bien sûr partager ces histoires de succès que vous avez eues. Alors, je vous dis au revoir. À bientôt.